5e chapitre, 1810-1811, première partie. Après la prise d'Almeida, nous restâmes encore 15 jours dans nos camps et ne fûmes plus occupés qu'à réunir des approvisionnements pour la 3e expédition de Portugal. Le 14 septembre, il y eut revue aux environs d'Almeida. C'est là qu'il eût fallu voir notre armée pour se faire une idée de la beauté de nos régiments. Malgré 5 mois de bivouac et de durs travaux, le contentement, l'ardeur et l'amour de la gloire se montraient sur la figure de chaque soldat. Les plus jeunes avaient 3 ans de service. Que n'aurait-on pas fait avec de pareils hommes ? L'armée, forte de 60 000 fantassins et de 12 000 cavaliers, se mit en route le 15 septembre. Les 6e et 8e corps par Colorico et Visao, le 2e corps par Guarda. Nous traversâmes d'abord de superbes vallées, des villages magnifiques, mais il nous fut impossible d'apercevoir un habitant. Nous en eûmes l'explication en trouvant sur les murs des proclamations du roi de Portugal enjoignant à tous les bourgeois et paysans d'évacuer les villes et villages sous peine de mort. L'armée anglaise se retirait au fur et à mesure que nous avancions, et malgré cela, au bout de 7 jours de marche, nous fîmes halte pendant 5 jours. Je n'ai jamais pu savoir le motif de ce séjour. Nos soldats en profitèrent pour bourrer leurs sacs d'épis de maïs et se reposer un peu. Le 24 septembre, nous nous remîmes en marche, et le 26, notre cavalerie échangea les premiers coups de carabine avec l'arrière-garde anglaise. Nous sûmes que l'armée anglo-portugaise se portait vers une chaîne de montagnes appelée le mont Busaco que l'on pouvait apercevoir. Le lendemain, 27 septembre, nous n'avions pas fait une lieue que l'on trouva les vedettes anglaises et que l'on vit l'armée ennemie postée sur les hauteurs. On arrêta et le maréchal Ney vint jusqu'à 50 pas de ses vedettes reconnaître la position des Anglais. En revenant, il s'arrêta près de mes voltigeurs déjà en tirailleurs dans les broussailles et dit à un de ses aides de camp: « Allez prévenir le prince d'Essling que l'armée ennemie est en position et paraît vouloir s'opposer à notre passage. Dites-lui que mon intention serait d'attaquer dès l'arrivée des troupes. » Cependant, la journée se passa sans qu'il y eût un coup de fusil tiré. On bivouaqua, mais les vivres manquaient et plusieurs de nos hommes durent s'endormir sans avoir mangé autre chose que quelques graines de maïs écrasées. Le lendemain matin, on prit les armes à l'aube et à 6 heures, on marcha à l'ennemi à jeun avec la même gaieté que si l'on sortait de faire le meilleur repas. Masséna disait aux soldats qui défilaient devant lui: « Usez pas vos cartouches, allez à la baïonnette !» Il fut obéi et on attaqua avec la dernière vigueur. La brigade avait à escalader des rochers escarpés et à traverser des genêts piquants et presque impénétrables qui couvraient la montagne sous le feu des Anglais tranquillement installés au sommet. Les 2 régiments marchaient à la même hauteur et une lutte s'établit bientôt entre les soldats du 69e et ceux du 6e léger pour arriver les premiers. Nous parvînmes promptement au pied des masses ennemies et fîmes halte sous un feu roulant qui était assez gênant. Malgré les pertes, mes voltigeurs échauffés criaient aux Anglais: « Hé les godems, attendez-nous un instant pour le déjeuner à la fourchette !» Mais, chose inconcevable, nous nous aperçûmes à ce moment que la brigade n'était pas soutenue. Je vis de suite que l'affaire était manquée. À notre droite, la division Simon du 8e corps, déjà parvenue au sommet de la montagne et également non soutenue, redescendait les pentes sous un feu terrible d'artillerie et devant l'attaque d'une colonne anglaise 4 fois supérieure. Brusquement, cette même colonne arriva sur nous et ce fut notre tour d'être culbutés. Ce ne fut pas sans résistance, et les Anglais n'allèrent pas bien loin car nous brûlâmes sur eux toutes nos cartouches. Le sergent Roussel, des fusiliers du bataillon, se trouva seul, blessé grièvement au milieu d'Écossais qui voulaient le faire prisonnier. Il en assomma 2 à coups de crosse et mit les autres en fuite. Sur notre gauche, le général Régnier parvint 3 fois à s'emparer du sommet de la montagne et en fut chassé par la même colonne qui nous avait culbutés et que les Anglais, libres de leurs mouvements, promenaient de la droite à la gauche pour repousser nos attaques décousues. Cette fatale affaire coûta 10 000 hommes à l'armée de Portugal. Le 69e perdit 60 hommes tués et 500 blessés, dont 26 officiers. Et pourtant, le rapport du général en chef fit passer cette journée si meurtrière pour un simple engagement de tirailleurs destiné à amuser les Anglais pendant que notre armée tournait la position à droite. Je rougis de dire que de vils adulateurs ont osé prétendre que c'était une des plus savantes manœuvres de Masséna. Le lendemain, nous restâmes en position là où nous avions bivouaqué le 27. À peine eûmes-nous assez de bêtes de somme pour emporter nos blessés, et nous fûmes obligés de laisser les amputés quand, le 30 septembre, s'effectua le mouvement par Sardao. C'est dans ces moments que l'on reconnaît quel fléau est la guerre et combien elle endurcit les cœurs. Dans une nuit obscure, au milieu des bruyères, loin de toute habitation, sans une goutte d'eau pour rafraîchir leurs lèvres desséchées par la fièvre, ces malheureux amputés, d'1 ou 2 membres, nous imploraient d'une voix déchirante. Il me semble encore les entendre crier:
Camarades, ne nous abandonnez pas, ou achevez-nous, donnez-nous des armes, que nous terminions nos souffrances. Qu'allons-nous devenir? Sommes-nous destinés à devenir la proie des vautours et des aigles qui planent en ces lieux? Je me bouchais les oreilles pour ne pas reconnaître la voix de quelques-uns de mes voltigeurs qui m'appelaient dans les ténèbres. Quel déchirement pour un officier. Fort heureusement, nous apprîmes plus tard avec joie qu'ils furent ramassés 2 jours après par les moines d'un couvent établi au milieu d'un bois, derrière la position des Anglais, et qu'ils furent si bien soignés que plusieurs purent rejoindre l'armée. Comme je viens de le dire, on effectua le 30 ce fameux mouvement, et nous gagnâmes la route de Coimbra en tournant la côte de Busaco qui se terminait à 2 lieues à droite et où, comme il a été reconnu après, on aurait pu surprendre l'ennemi par derrière et couper la retraite à son artillerie pendant qu'on l'aurait amusé par des affaires feintes et que le gros aurait filé par la droite. Mais Masséna était tout occupé de sa concubine. Nous arrivâmes le 2 octobre à Coimbra, ville de 40 000 habitants, pour le moment à peu près déserte. Il n'y était resté que quelques vieillards qui n'avaient pu marcher. Je n'ai jamais vu de site aussi enchanteur que celui de cette ville située sur la rive droite du Mondego, au milieu des orangers, des figuiers, des palmiers, des grenadiers et des lauriers roses. Toutes les boutiques et les maisons étaient fermées, mais nos soldats qu'on avait campés aux environs et qui étaient sans pain depuis plusieurs jours envahirent la ville en masse. Ils avaient assez souffert, assez prodigué leur sang, et il ne vint à l'idée d'aucun officier de s'opposer au pillage. Les portes furent promptement forcées et les camps bientôt remplis d'objets de la plus grande valeur. De meubles, d'étoffes précieuses, de liqueurs rares, l'argenterie en vaisselle roulait comme la faïence, mais pas un sac de farine ne fut trouvé. Je ne sais combien de millions perdirent ce jour-là les habitants de Coimbra, combien eussent-ils été mieux inspirés en nous attendant et en nous donnant des vivres. Mais telle était la politique du cabinet de St. James. On prétendait gagner de vitesse les Anglais et arriver avant eux aux positions de Lisbonne. Aussi, pour se débarrasser le plus possible, les colonels reçurent l'ordre de laisser tous les blessés dans les hôpitaux de la ville. Heureux ceux qui purent marcher et nous suivre. 2 jours après, une division portugaise commandée par un général anglais arriva d'Oporto et s'empara de 7000 hommes qu'on avait abandonnés sans secours et sans aucun moyen de défense. Un sergent-major du régiment, nommé De Pontaillé, aujourd'hui retiré à Loches, en Touraine, était du nombre de ses blessés. Il m'a raconté depuis qu'à l'arrivée de l'ennemi, tous ceux qui avaient un bras libre s'étaient armés, qu'on avait barricadé les portes des hôpitaux et que chaque officier ou soldat avait juré de se défendre jusqu'à la mort si le général anglais ne leur accordait pas une capitulation honorable et ne les protégeait pas contre les Portugais qui voulaient égorger les blessés. Plusieurs soldats amputés d'1 ou 2 jambes avaient fait porter les lits près des portes ou des fenêtres, s'étaient mis sur leurs séants et faisaient feu comme des enragés. Le général anglais résista aux sollicitations des brutes portugaises et accorda la capitulation demandée. Mais que penser de la conduite d'un général en chef qui abandonne ainsi des milliers de braves, parmi lesquels 3000 au moins pouvaient nous être rendus s'ils eussent été gardés ou s'ils nous eussent suivis, car ils n'avaient que des blessures assez peu graves. Tout cela n'empêcha pas les Anglais d'arriver avant nous à Lisbonne. Ils traversèrent la plaine de Villafranca, où Masséna croyait les joindre, et occupèrent des positions tellement retranchées et tellement fortes qu'il ne fallait plus compter pouvoir les attaquer. Le 18 octobre, le 69e et le 6e léger allèrent occuper le village de Villanueva, où l'on resta 1 mois à végéter. Le vin était en abondance, mais le pain si rare que, comme bien d'autres, je fus 17 jours sans en avoir. On fit un peu de mauvais pain avec du maïs, mais ces ressources furent bientôt épuisées. Il y avait en même temps impossibilité d'attaquer l'ennemi, qui avait couvert de redoutes et de forts retranchements les 2 lieues qui nous séparaient de la capitale du Portugal. La montagne à pic qu'occupaient les Anglais s'appuyait d'un côté à la mer et de l'autre au Tage, qui, grossi par les pluies, avait près de 3 lieues de largeur. Il était inutile d'essayer de tourner la position. Il fallut donc se reporter en arrière pour pouvoir subsister, et notre corps d'armée occupa Torres Nova, Ourem et Alda de Cruz, où nous fûmes assez bien. Il n'y avait pas d'habitants, mais nous avions l'agrément de trouver des maisons propres, des bibliothèques françaises considérables et l'agrément de la chasse et de la pêche. À Alda de Cruz, où cantonnait le régiment, je trouvai un jeune enfant de 10 ans dont la figure distinguée m'intéressa. Il m'apportait chaque jour une salade de cresson, que je lui payais avec un morceau de pain de maïs. Comme il me paraissait intelligent, je lui demandai s'il voulait rester avec moi, ce qu'il accepta aussitôt. Je le fis habiller, et au bout de quelques jours, il n'était plus reconnaissable. Il me procura une jolie petite ouvrière qu'il alla chercher dans les montagnes et qui me rendit de bien grands services. Comme on le pense, je cachais soigneusement un oiseau aussi précieux et aussi rare. Mais plusieurs officiers du régiment, privés de femmes depuis 7 mois et ne sachant en outre comment faire pour recoudre leur linge et leurs habits, eurent vent de la chance que j'avais.
Sur leur prière, mon jeune Portugais se remit en campagne, et plusieurs jeunes filles revinrent, sachant qu'elles seraient bien traitées. Lors de notre mouvement en arrière, les Anglais crurent que nous commencions l'évacuation du Portugal. Ils envoyèrent à notre suite une division que notre brigade d'arrière-garde malmena fort près de Santarém où elle lui tendit une embuscade. Je n'assistais d'ailleurs pas à cette affaire. Nous aurions bien voulu attirer l'armée anglaise dans quelques bonnes plaines, mais elle ne quitta pas ses retranchements et nous laissa tranquilles jusqu'au moment de notre retraite définitive. On établit un chantier où tous les ouvriers de l'armée se rendirent pour construire des bateaux. On comptait franchir le Tage à la baisse des eaux et aller à Lisbonne par la province d'Alentejo, mais ce projet fut abandonné. Comme nous n'avions point de nouvelles de France, une brigade escorta le général Foy jusqu'en Espagne, et de là il se rendit à Paris. Avec l'année 1811, commencèrent les difficultés pour subsister. Les maraudeurs durent aller aux vivres, et bientôt il leur fallut faire plus de 40 lieues en arrière pour trouver quelque chose. Les troupes à l'avancée mangèrent jusqu'aux ânes. Enfin, les difficultés de ravitaillement devinrent si grandes que les chefs de détachement reçurent l'ordre de prendre le premier paysan qu'ils rencontraient et de lui faire les menaces les plus terribles pour qu'il arrive à indiquer les caches des villages voisins. Ce moyen réussit, et nous pûmes nous réapprovisionner un peu. Chaque compagnie parvint à se procurer pour 1 mois de vivres. En février, notre division vint occuper Tomar, jolie petite ville sur la Torre. Nous n'avions pas encore ressenti les atteintes de l'hiver, mais les arbres étaient fleuris comme au mois de mai, et nous mangions quantité d'asperges qui croissaient sans culture dans les haies. Nous nous aperçûmes bientôt que l'opiniâtreté de Masséna avait cessé, car le 4 mars 1811 commença la retraite générale de l'armée de Portugal. Le 6e corps forma l'arrière-garde. Nous vînmes jusqu'à Pombal sans que l'ennemi parût vouloir nous inquiéter. Nous fîmes séjour, et ce jour-là, un combat assez vif eut lieu entre l'avant-garde anglo-portugaise et nos postes avancés soutenus par la division. Une charge à la baïonnette repoussa définitivement l'ennemi. Ce fut à Pombal que j'offris à mon petit domestique, mon rapace, car c'est ainsi qu'on appelle les jeunes garçons en Portugal, de s'en retourner, en lui dépeignant les fatigues qui l'attendaient. Cet enfant me répondit que, n'ayant ni père ni mère, il ne me quitterait jamais tant que je serais content de ses services, et je n'eus par la suite qu'à me louer de sa fidélité. Il était curieux de voir la quantité de baudets que chaque compagnie avait pour le transport de ses vivres et de ses bagages. Bien leur en prit d'ailleurs, car comme nous allions entrer dans les montagnes et suivre des chemins étroits et difficiles, le maréchal Ney commença par faire brûler ses fourgons et ceux de Masséna, ne gardant que le strict nécessaire. Les cantinières furent par la suite obligées de détruire leurs voitures, et l'or et l'argenterie furent alors à la merci du soldat. Pendant que les hommes s'emparaient des beaux services en vermeil, les cantinières se désespéraient en voyant le fruit d'une si belle campagne perdue en un instant. Le maréchal Ney dirigea cette retraite avec autant de soin qu'il avait soutenu celle de Gutstadt. La moindre position qui paraissait offrir quelque avantage était occupée. L'ennemi était arrêté au moment où il y comptait le moins. Nous ne faisions de chemin que ce qui plaisait au maréchal, et nous n'évacuions les défilés que quand l'ennemi avait fait 10 ou 12 lieues en manœuvre sur nos flancs. Se tirait-il un coup de fusil à 5 heures du matin, le maréchal se trouvait près du poste ou de la sentinelle qu'il avait tiré. Un homme était-il blessé dans la compagnie de voltigeurs d'arrière-garde, il fallait qu'il le vît passer, afin d'être sûr qu'on ne l'avait pas abandonné. Avec le rougeau, on est tranquille, disaient les soldats. Et il en fut ainsi jusqu'à Almeida, pendant les 64 lieues que nous fîmes en 32 jours, et je crois que l'on peut dire que ce fut sans nous presser. Le 26 mars, en arrivant au pont sur la Ceira, nous les trouvâmes coupés. La rivière est guéable, mais si encaissée que l'artillerie ne pouvait passer que sur un pont. Il fallut donc en réparer un, ce qui demandait beaucoup de temps. Pendant que l'on attendait, l'ordre arriva de se débarrasser de tous nos ânes et de les remettre à 2 compagnies du bataillon de marins, chargées de leur couper les jarrets et de les assommer. Ce fut avec une peine profonde que nous vîmes le massacre de ces pauvres bêtes, car ces infortunés baudets avaient été nos sauveurs. Rien n'était plus véridique que cette caricature qui avait fait le tour des bivouacs et qui représentait un soldat blessé et à l'air minable monté sur un âne qui portait cette inscription « Le sauveur de l'armée de Portugal ». Ce jour-là, le 39e était d'arrière-garde. Après la réparation du pont et pendant le passage, nous avions entendu quelques coups de fusil. Comme nous étions déjà de l'autre côté de la Ceira et nous disposions à bivouaquer, une violente fusillade s'engagea sur la rive que nous venions de quitter. L'ennemi, qui apparemment savait notre embarras, avait voulu être plus pressant que de coutume. Il attaqua vivement le 39e qui, ayant lâché pied un peu trop vite, mit la confusion dans 2 autres bataillons. La division anglo-portugaise qui avait attaqué marchait d'un bon pas. Le pont fut de suite encombré, bien que toutes les voitures fussent passées, et plusieurs soldats tombés à l'eau se noyèrent. Le maréchal Ney ordonna au colonel Frérion d'envoyer immédiatement le commandant Dutoya avec son bataillon pour rétablir l'ordre. En
En un instant, notre bataillon fut sous les armes et battit la charge. Le 27e de ligne en bataille faisait un feu de 2 rangs sur une colonne portugaise qui voulait s'approcher du pont. Il tirait avec le même sang-froid qu'à l'exercice. Sous la protection de ce feu, nous marchâmes la baïonnette en avant, avec tant d'assurance que l'ennemi se mit en déroute. Les divisions qui arrivaient pour le soutenir, croyant qu'on leur avait tendu un piège, se retirèrent à 2 lieues. Les soldats du 3e bataillon ramenèrent 3 pièces d'artillerie et un obusier que les canonniers non soutenus avaient abandonné. Tout le corps d'armée revint de ce côté-ci du pont, mais on y resta 2 jours sans voir reparaître les Anglais. Des soldats du 6e léger retirèrent de l'eau le porte-aigle du 39e qui s'y était jeté pour sauver le drapeau de son régiment. Mais malgré les recherches les plus minutieuses, on ne parvint pas à retrouver l'aigle qui fut perdu dans la bagarre.